Je vous présente aujourd'hui notre 421e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors un passage au Nouvel An houleux en Allemagne à Cologne, où en effet plusieurs centaines de migrants agressaient sexuellement des femmes allemandes, violant 90 d'entre elles, le soir même du réveillon. La chancelière allemande déclarait ensuite « Nous devons accepter le fait que les immigrés soient plus criminels que les autres ». Et la mairesse de Cologne, quant à elle, appelait les femmes allemandes à s'adapter au comportement des migrants. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Je voudrais d'abord faire une réflexion, c'est que notre 421e émission, le 421, c'est la combinaison gagnante au dé. 421. Oh, c'est génial. Alors, acceptez-en l'augure, qu'elle soit un témoignage de chance pour nous. Les événements de Cologne sont révélateurs d'un certain nombre de comportements politiques modernes. D'abord, je pense que cette agression par un millier environ de manifestants reconnus là-bas au moins comme étant probablement nord-africains ou arabes. Ici, ça ne serait pas autorisé. En tous les cas, les médias n'en feraient pas état. Ce qui serait couvert par la loi sacrée de l'omerta, l'omerta amalgamesque, vous savez, qui ne permet pas de parler de la réalité, simplement de l'éviter, de l'esquiver et de l'évoquer de loin. Voilà. Et je pense que c'est volontaire. C'est moins sexuel, je pense, qu'une provocation politique. Pour montrer l'irrespect dans lequel les étrangers qui se trouvent en Allemagne tiennent le peuple allemand qui les accueille. Voilà. D'ailleurs, Madame Merkel a dit une chose qui n'est pas inexacte, parmi beaucoup de choses inexactes qu'elle dit. Elle a dit il est normal que ces gens-là soient plus criminels que les autres. Oui, en effet, c'est vrai qu'il y a dans l'immigration, dans le déracinement des êtres et dans leur transport dans un autre pays avec d'autres mœurs, d'autres difficultés sociales, il y a des faits générateurs qui sont criminogènes, c'est certain. Bon, c'est même une des raisons pour lesquelles nous étions depuis toujours assez fermement hostiles à l'immigration massive. Mais la mairesse de Cologne, elle, a carrément conseillé aux femmes allemandes de se mettre au moins à un bras des migrants lorsqu'elles les croisaient. Oui, c'était la mairesse qui aussi fait dans le déni, comme on le fait couramment en France. Avant que l'on révèle le nom d'un agresseur ou d'un terroriste, il se passe plusieurs jours pendant lesquels on parle d'un individu, une personne, etc., dont on ne sait pas grand-chose, mais qui est probablement un déséquilibré. Ce que le suggère d'ailleurs, c'est pas impossible, Madame Taubira dit il est possible que ce soit aussi un de ces déséquilibrés qui sont entraînés en quelque sorte dans la spirale de violence par la propagande qui est faite par Daesh, c'est vrai, mais le fait générateur, c'est quand même l'attitude de cette organisation, mais c'est surtout le fait qu'il y a un terreau. Nous n'avons pas seulement des immigrés réguliers, mais nous avons aussi des immigrés clandestins dont nous aidons d'ailleurs à la création, puisque le rejet du droit d'asile, qui est de l'ordre de 85 ou 90%, laisse subsister en France des populations qui ne sont pas exportables, si j'ose dire, ou refoulables, et qui sont donc en situation légale d'illégalité. C'est toute l'ambiguïté de la politique française depuis 40 ans à l'égard de l'immigration, en rappelant que la responsabilité de tous les gouvernements, depuis Chirac et Giscard, et en passant par Mitterrand et Sarkozy, est engagée dans ce drame que nous vivons et dont nous ne connaissons pour l'instant que les prémices. Oui, alors donc là, vous faisiez allusion aux migrants qui sont à Calais, à Dunkerque, justement. 60 compagnies de CRS au total en France assurent la sécurité et le maintien de l'ordre. Et à Calais, il y en a 10,5 et une à Dunkerque. Chaque soir, les forces de l'ordre refoulent des débordements avec peine. Les indigènes, quant à eux, n'en peuvent plus. Quelle solution, justement, à cet effet, proposeriez-vous? Écoutez, là encore, permettez-moi un peu de revenir en arrière et de demander à nos compatriotes
de bien vouloir porter jugement sur le fait que, alors que tout laissait prévoir que la situation allait devenir de plus en plus grave dans l'insécurité, la politique suivie par tous les gouvernements a été la réduction des budgets, la réduction des effectifs de la gendarmerie, de la police, de la pénitentiaire. Voilà, il y a là une conjonction qui ça pourrait, à mon avis, se définir comme une trahison fondamentale de la mission de gouvernement. Et qui doit, à mon avis, entraîner de notre part et de la part des Français un rejet de ce système et de ces complicités qui se sont manifestées, on l'a vu tout récemment encore aux dernières élections régionales. Alors cette semaine, vous vous en êtes rendu compte, est extrêmement Charlie. En France, tous les médias faisant écho en boucle des commémorations des attentats de janvier 2015. S'ensuivait ensuite la parution du dernier numéro de Charlie Hebdo, dont la couverture est une caricature, non pas de Mahomet, mais du dieu chrétien portant une kalachnikov. Quel est leur but dans cette provocation? Du dieu judéo-chrétien. Judéo-chrétien. Écoutez, on sait très bien quelles sont les idées politiques de Charlie Hebdo. Ce sont des extrémistes de gauche et qui n'ont pas caché en quelque sorte leurs options et surtout leur révulsion. Donc je ne suis pas étonné de cela et je crois que maintenant ils ne caricatureront plus les musulmans compte tenu du risque que cela comporte. Et puis on sait très bien que les chrétiens sont des gens que l'on peut gifler et qui tendent l'autre joue pour recevoir la deuxième gifle. Par conséquent, c'est sans risque. Oui. Alors hier, 7 janvier, un individu qui avait agressé à l'arme blanche un policier au commissariat de la Goutte d'Or dans le 18e arrondissement de Paris, s'est fait descendre par les forces de l'ordre en faction sur place. Selon vous, il ne faut toujours pas faire d'amalgame? Non, écoutez, un individu arrive avec un hachoir de boucher. Une feuille de boucher. Crie Allah Akbar en rentrant dans le commissariat. Le réflexe de légitime défense a été de lui tirer dessus, ce qui me paraît absolument normal. Ce qui me paraît en revanche un peu excessif, ce sont les déploiements de force aussi bien terrestres qu'automobiles, que cela justifie, des files entières de camions de police, de voitures de police, pour quelque chose qui, je veux dire, un grave incident, mais qui vient d'être réglé, n'est-ce pas? Il n'y a plus de danger. Je crois qu'il y a là un manque de sang-froid et une aggravation par le fait de la force publique, de l'État, donc, une aggravation du climat d'insécurité qui doit être considéré pour le moment comme porteur sur le plan électoral en faveur du général en chef qui est devenu M. Hollande. Alors, les Républicains voteront majoritairement la constitutionnalisation de l'état d'urgence ainsi que la fameuse déchéance des nationalités. Quelle est votre réaction? Ma réaction, c'est que pendant que nous parlons, le droit du sol continue de fabriquer des Français automatiquement, en notant au passage que quand un enfant naît en France de parents étrangers, il devient français par le droit du sol. Mais il est bien évident qu'il naturalise en quelque sorte de fait les parents, puisqu'il serait assez inhumain d'expulser des gens, les parents en gardant l'enfant français ici. C'est donc un mécanisme global d'immigration massive, facilité. Il faut donc prendre le problème à la base, supprimer le droit du sol. Il faut supprimer la double nationalité, qui est comme la bigamie, en quelque sorte, n'est-ce pas? C'est le ménage à trois. Il faut que les binationaux soient mis devant le choix. Quelle nationalité choisissez-vous? Parce qu'il y a des binationaux, il y a des trinationaux ou des quadrinationaux qui se mettent selon leurs intérêts dans l'une ou dans l'autre des nationalités. Alors que nous, Français de souche, si j'ose dire, nous n'avons qu'une nationalité,
Nous en sommes encore fiers, mais c'est elle qui nous contraint, nous oblige. Nous n'avons pas la possibilité d'aller ailleurs. Je dois dire que je suis contre la constitutionnalisation. En revanche, je suis pour que l'on prenne toutes les mesures nécessaires. Encore convient-il qu'elles ne soient pas seulement prises sur le papier ou à la télévision ou devant les micros des radios. Il faut que ça se traduise dans les faits. Or, nous avons des effectifs qui sont insuffisants. Le fait de mobiliser à 100% les troupes, aussi bien de la gendarmerie que de l'armée, que de la police, à toute occasion, les met en quelque sorte à bout de souffle. Et nous n'avons pas de réserve. Et cette utilisation est irrationnelle, complètement contraire aux règles générales de la responsabilité de combat, en quelque sorte. Et je suis très sévère à l'égard du gouvernement français, aussi bien de M. Hollande, de M. Valls, que du ministre de l'Intérieur, qui parlent, qui sont présents sur tous les écrans, mais qui ne font pas, dans la conduite des opérations, qui ne prennent pas les décisions qui sont des décisions rationnelles. Alors une réunion se tiendra au Front National, au sein du Front National, fin janvier, entre les différents chefs, si on peut dire, de ce parti, quant au changement de nom du nom Front National. Qu'en pensez-vous? Écoutez, je pense que cette décision, si elle était prise, serait suicidaire. Et j'ai même proposé d'ailleurs de reprendre le nom du Front National s'il était abandonné au profit de je ne sais quel front patriote. Je sais que le mot de patriote a été déposé par des gens qui, me semble-t-il, n'aient pas fait preuve jusqu'ici de patriotisme particulier, sinon de se faire nommer dans des fonctions publiques quelconques ou même de se faire élire. On n'est pas seul un patriote uniquement parce qu'on s'est fait élire, même sous un drapeau national. Je crois qu'il y a là un processus qui tente à écarter le Front National de la ligne qu'il a suivie pendant plusieurs décennies et qui me paraît être la seule digne d'arriver au pouvoir. Parce qu'arriver au pouvoir pour faire autre chose que ce qui était qui a été désigné dans nos congrès comme la ligne imprescriptible de l'action politique est un leurre, c'est une trahison. C'est malhonnête. On a dit, Le Pen n'a jamais voulu aller au pouvoir. Il n'a jamais voulu aller au pouvoir avec 15% des voix, parce qu'avec 15% des voix, il faut entrer dans une coalition pour être au pouvoir. Alors il y a des gens que ça pourrait satisfaire, je comprends très bien, passer du statut de haut fonctionnaire à statut de ministre, ça peut être considéré comme une promotion. Moi non, j'ai toujours dit, j'aime mieux être battu sur mes idées qu'élu sur celles de mes adversaires. Et je pense que les idées du Front National, telles qu'elles ont été défendues pendant plus de 40 ans, sont celles qui doivent arriver au pouvoir si on veut sauver ce pays. Et elle doit le faire sans concession et avec les alliés que vous attire tout naturellement le succès quand vous avez passé la barre des 30 ou des 35%. Mais c'est vous qui donnez la ligne et non pas eux. Retournons vers l'international. Le dictateur nord-coréen Kim Jong-un se félicitait avant-hier, d'avoir mené avec succès un essai d'une bombe à hydrogène miniaturisée. Est-ce à prendre au sérieux selon vous? Écoutez, elle semble être tellement miniaturisée qu'elle soit presque imperceptible. Alors, je ne sais pas quelle est la part de la propagande nord-coréenne dans cette affaire, mais si la Corée du Nord dispose à la fois d'une bombe thermonucléaire et de vecteurs, c'est-à-dire de fusées capables de la porter, il y a beaucoup de soucis à se faire, mais il me semble que ceci est un peu de la responsabilité des grands voisins chinois qui ont tous les moyens de mettre au pas les délires de M. Kim Jong-un. Oui. Bien, alors vous vouliez rendre un hommage à deux artistes, un chanteur d'abord, Michel Delpech,
Et puis un grand acteur français qui est décédé aussi, Michel Galabru. Oui, mais cela fait partie de la vie. Il faudrait chaque jour rendre un hommage particulier à ces deux grands artistes qui ont disparu, et aussi à Roland Peugeot, qui est un grand industriel français. Chaque jour, si j'ose dire, amène sa peine. C'est la loi de la nature, celle qui nous est commune, qui me permet de penser que la vie est trop courte. Mais chacun devra se présenter, car nul ne connaîtra ni le jour ni l'heure. Alors, je pense que on utilise aussi un petit peu ces disparitions pour motiver des apparitions diverses à la télévision, à la radio. Et je déplore un peu, en ce qui me concerne, cette espèce de culture du cimetière qui consiste à revenir sans cesse sur les catastrophes qui nous ont frappés. Autant le deuil doit être respecté, autant ne doit-il pas nous envahir en quelque sorte. Je conteste aussi, je dois dire, la nomination dans l'ordre de la Légion d'honneur, mais on a vu dans ce domaine-là tellement d'aberrations que ça en est une de plus, de l'attribution de la Légion d'honneur à des victimes. La Légion d'honneur est faite pour décorer des héros. Et on n'est pas un héros parce qu'on est mort. On est une victime qui mérite toute la compassion et dont la société doit assumer en quelque sorte les conséquences pour les enfants, que les enfants soient pris en charge par l'État. J'avais proposé ça depuis longtemps. Je considère que la législation française des victimes de guerre permettait de considérer que les victimes du terrorisme étaient des victimes de guerre et leur appliquer les avantages, et en particulier le fait d'être pupille de la nation pour les enfants, c'est très bien. En revanche, la décoration me semble injustifiée et n'a pas sa place. On peut décorer des gens qui ont fait acte de courage, mais pas seulement parce qu'ils ont été victimes, parce qu'à ce moment-là, c'est d'ailleurs la revendication qui est faite par toutes les victimes qui disent « mais pourquoi nous n'avons-nous pas été décorés de la Légion, pourquoi nos enfants, nos parents n'ont-ils pas été décorés de la Légion d'honneur ?» Oui, mais Président, alors pourquoi à ce moment-là décore-t-on des footballeurs, des joueurs de tennis, des comédiennes, des chanteurs de variété? Vous avez tout à fait raison, je ne comprends pas. Il y a deux décorations principales dans notre pays. Il y a le mérite et il y a la Légion d'honneur. Il me semble en effet que pour les acteurs de cinéma, pour les footballeurs, pour les gens qui se sont distingués dans leur profession et qui méritent de l'être aux yeux de l'opinion publique et du peuple français, il y a une décoration qui s'appelle le mérite, qui a une autre connotation morale que la Légion d'honneur, qui me paraît plus proche d'abord de l'activité militaire ou de ce qui peut lui ressembler. Un civil peut très bien avoir l'attitude courageuse d'un soldat, en quelque sorte, dans une opération quelconque. Bien, je vous remercie. Est-ce que vous aviez des lectures Ah mon Dieu, j'en ai tout plein, puisque nous n'en avons pas parlé depuis longtemps. Alors, j'en ai là toute une rafale, si j'ose dire, de différentes catégories. D'abord, un livre policier. Parce que les livres policiers maintenant deviennent de véritables mines sociologiques très intéressantes. C'est un livre d'Ellory qui s'appelle Les Assassins. Cela-t-il, il traite le problème des tueurs en série. C'est une chose assez étonnante qui mérite l'attention. Aussi, un livre qui est consacré à Madagascar, où est parti résider d'ailleurs notre ami Serge Cohen, à Tananarive, et qui s'appelle Terminus Nocive. Et le livre se conclut par cette horreur qu'a constitué le lynchage de deux Français, à tort, considérés à tort par la foule comme des responsables de l'enlèvement d'enfants, et qui ont été massacrés, brûlés vifs. L'un d'eux était un peintre qui était un de nos amis d'ailleurs, oui. Et Terminus à Nocive, qui est une station, balnéaire, une station touristique de l'île de Madagascar, un livre très intéressant. Alors c'est un livre de Franck Poupart, qui est paru je ne sais pas dans quelle édition, car ça ne figure pas.
Non, mais sachez seulement que c'est un livre de Frank Poupard. Il y en a d'autres, attendez, c'est pas fini. Un livre qui est French Corruption. Ça n'est pas French Connection qui te touche la drogue. Ça, c'est la French Connection de Chirac, Balkany, et puis aussi l'auteur, évidemment, Didier Schuller, c'est lui qui est un peu à la base des confidences faites à ces deux journalistes du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme. C'est paru chez Stock. French Corruption, ça date un petit peu, mais c'est quand même extrêmement intéressant et peut t'aider à comprendre un certain nombre de choses. Que s'est efforcé d'ailleurs de comprendre un homme qui se veut modeste, puisqu'il dit que ça s'appelle La décadence de la France, ces vérités que la classe politique veut ignorer, et il ajoute « vu par un obscur citoyen lambda ». Alors c'est M. Jean-Charles Véron-Lacroix qui, lui, fait en effet un peu le tour de la situation de la France, de la décadence française, comme pourrait le faire Candide, en quelque sorte. Et c'est assez passionnant, je dois le dire, et sympathique. Et puis, alors un livre un peu plus pointu, qu'on doit lire avec beaucoup d'attention, qui s'appelle « La sixième extinction ». C'est un livre, je dirais, paléontologique, puisque ça part de l'idée que la vie sur Terre remonte à environ 500 millions d'années, n'est-ce pas? 500 millions d'années. Voilà. Ça nous met à notre distance. Et l'histoire de la vie sur le globe a connu un certain nombre d'extinctions, souvent presque totales de la vie. On connaît très bien un des épisodes plus célèbres, c'est celui de la disparition des dinosaures, n'est-ce pas? Et que ce soit Cuvier ou Darwin, ils ont donné des explications de ces extinctions. Et ce livre de Elisabeth Kolbert, paru chez Vibert, annonce une extinction en cours, et qui est en particulier démontrée par la disparition presque totale de grenouilles qui sont un des animaux les plus survivants, si j'ose dire. Et cette disparition générale dans toute une partie du globe annonce, selon Madame Colbert, la sixième extinction dont l'homme serait lui-même responsable en grande partie. Elles mettent en cause moins le réchauffement climatique que l'acidification des océans, qui transforme complètement le milieu et le rend impropre à la vie. Or, une grande partie de la vie terrestre se passe dans les océans. Et elle y voit évidemment un signe très inquiétant pour notre avenir. Et puis, bon, je ne peux pas vous en dire plus, mais j'ai reçu aussi 2 livres dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui, mais que je veux vous signaler, parce qu'ils sont tous les deux, ils émanent tous les deux de 2 amis qui nous ont envoyé leurs livres. C'est Laurent Ozon, n'est-ce pas? Oui. Qui s'appelle France, les années décisives, qui est une analyse assez sévère de la situation actuelle, mais qui comporte des propositions très intéressantes. J'en parlerai à une prochaine émission. Et puis, notre ami Vernochet, qui a écrit un livre qui s'appelle Les Égarés, et où il pose la question, le wahhabisme est-il un contre-islam? Eh bien, je vous dirai cela quand je l'aurai lu, et j'apporterai aussi mon commentaire personnel, si vous voulez bien, en m'excusant d'avoir été un peu long sur les livres, mais je dois dire que j'en reçois plus que je ne suis capable d'en lire, malgré la passion que j'ai pour la lecture. Oui, non, mais c'est pas fini, Président. Vous vouliez exprimer vos vœux aux Français? Ah, quel vœu offrir à ma patrie? Oui. Dans la situation où elle se trouve, je ne vois pas d'autre solution qu'un changement radical des politiques qui ont été suivies jusqu'à présent. Ce qu'on pourrait appeler une révolution, qu'on ne doit pas confondre avec la guerre civile. Elles sont quelquefois sœurs jumelles, mais pas toujours. Je souhaite, moi, une révolution pacifique, souhaitée par l'immense majorité du peuple français, et qui, de ce fait, accepterait aussi les sacrifices qui vont être nécessaires, les changements de comportement, sans lesquels nous serons
condamnée à disparaître, non seulement la France, mais le continent que j'appelle boréal, qui est le continent qui va de Brest à Vladivostok, et donc je souhaite qu'il s'organise, mais dans une forme plus nationale que ne l'est l'Union européenne actuelle, qui est, elle, très menacée, en particulier, comme cela se voit maintenant, même sur les écrans de télévision, par un tsunami migratoire qui est consécutif à l'explosion démographique qui se perpétue, passée de 2 à 7 milliards en 100 ans. La population mondiale ne cesse d'augmenter, et en particulier dans le continent africain, et ceci peut entraîner et va entraîner des conséquences qui peuvent être mortelles pour nos civilisations. Alors je vous remercie infiniment, cher Président. Alors je souhaite le vœu que tous les Français, d'abord, connaissent le bonheur, la joie, l'amour, qui en est un des vecteurs tout de même principaux, qu'ils se retournent très fermement vers le patriotisme et vers les valeurs du patriotisme et de la nation, parce que ce sont elles qui peuvent les préserver collectivement de ce qui individuellement pourrait leur nuire. Voilà, c'est toute la grâce que je nous souhaite, ainsi soit-il. Amen.